Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette fête de l'Humanité 2020, organisée différemment des autres éditions du fait du contexte sanitaire, mais cette fête de l'Humanité se tient tout de même. Il nous paraissait important de tenir ce village de l'économie sociale et solidaire qui est un des piliers de la fête de l'Humanité depuis 8 ans maintenant. Et si le présentiel n'a pas pu se tenir, en revanche, ce mouvement économique et social qui correspond à peu près à plus de 2 millions de salariés et 10% du produit intérieur brut a des choses quand même à dire et à porter dans cette période et que le Covid ne doit pas stopper. C'est pour ça qu'on tient ces débats actuellement. Et là, je suis tout à fait heureux de vous présenter ce débat sur quelle place de l'ESS dans la relance économique, tout simplement parce que j'ai un plateau à 1,3 milliard, soit à peu près la somme qui a été réservée à l'économie sociale et solidaire dans le plan de relance à 100 milliards. Donc c'est quand même impressionnant, mais nous aurons à commenter ces chiffres pour voir comment l'ESS peut prendre sa part dans ce moment post-confinement et pré-prochaine vague, où, enfin, on verra bien avec le contexte sanitaire. Et donc, quelle place prendra-t-il dans notre vie économique? Et puis quelle part l'ESS peut-elle prendre dans les transitions qui sont à l'œuvre, aussi bien écologiques, sociales et économiques? Alors pour débattre de toutes ces questions, nous avons à ma gauche Lucie Suchet, qui est responsable du plaidoyer au mouvement associatif. Nous avons Marthe Corpet, qui est responsable des affaires publiques à ESS France. On déclinera après toutes ces dénominations et ces institutions. Un peu plus loin, nous avons Jean-Philippe Brun, qui est président de l'ADES du 95, c'est-à-dire une structure d'accompagnement et de développement de l'ESS dans le département du Val d'Oise. À ses côtés, Sylvie Meyer, qui est cheville ouvrière du groupe Économie sociale et solidaire au Parti communiste français. Et puis, last but not least, Blaise Desbordes, qui est directeur général de Max Havelaar France. Alors, ça fait pas mal de monde et en même temps, le principe de ce débat, c'est que chacun est là pour apporter sa brique justement au débat et aux questions que l'on va se poser, puisque l'économie sociale et solidaire est un écosystème très, très, très riche d'acteurs très différents. Mais je pense qu'avec tous ces intervenants, on va avoir un assez chouette panorama des questions que nous nous posons. On va commencer, avant de parler des questions de relance, de participation de l'économie sociale et solidaire dans cette relance. On va peut-être faire un point sur comment se porte l'économie sociale et solidaire, qui a en même temps été en première ligne, avec beaucoup de premiers de corvée, entre guillemets, qui venaient de ses rangs pour faire face à la situation sanitaire dramatique qui continue d'ailleurs dans différents secteurs d'activité, et en même temps qui a été... vous représentez des structures qui ont eu parfois du mal avec la situation économique, qui ont dû faire face à la situation économique, qui ont été peut-être fragilisées. Donc, on commence par vous, Lucie Suchet, donc, du mouvement associatif. Donc là, on parle du tissu associatif qui est très très riche et qui est un tissu important pour la cohésion sociale. Alors la question est un peu vaste, mais comment sortent les associations de toute cette période? Alors justement, merci déjà à l'Humanité pour l'invitation. Justement pour apporter la première brique associative. Donc nous, on s'en sort avec un peu deux situations qui sont différentes. Donc des associations qui ont été en première ligne dans le secteur de la solidarité, dans le secteur médico-social, donc qui ont vraiment été en situation d'accroissement d'activité.
Et puis des associations où il y a eu carrément un arrêt d'activité, puisqu'on a, on a lancé une enquête au moment du confinement et après le confinement, qui nous disait que 70% des associations ne pouvaient pas reprendre leur activité avant septembre. Donc on sait qu'il y a eu un gros coup d'arrêt, même si on a eu une partie du monde associatif en première ligne. Alors le président de la République a parlé de chaîne de solidarité au moment des différents discours pendant le confinement. Et c'est vrai que dans les chaînes de solidarité, on a retrouvé beaucoup du monde associatif. Alors on y reviendra tout à l'heure, on a moins retrouvé ces chaînes de solidarité et la valorisation du monde associatif dans le plan de relance, donc je crois que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour être sur le bilan qu'on a vécu concernant la crise, on a eu un impact quand même significatif sur le bénévolat. Notamment, on avait environ 20% des associations qui présentaient des bénévoles à risque, donc avec des bénévoles avec un âge ou alors des pathologies. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un coup d'arrêt aussi sur ce bénévolat. Les associations, c'est avant tout du lien social. Donc, on a quand même eu des associations qui sont parvenues à mobiliser des outils numériques, à mobiliser aussi, voilà, à innover en fait sur les outils mobilisés. Mais ça ne remplace quand même pas le contact humain et ça ne remplace pas tout le lien social que crée le monde associatif et qui ne peut pas se réduire à des réunions Zoom qui sont quand même assez peu satisfaisantes pour l'organisation associative. Les solutions enfin nationales qui ont été proposées pour faire face à la crise ont forcément dû être adaptées aux associations qui présentent des modèles économiques particuliers. Ça a été difficile, je prends l'exemple du fonds de solidarité, puisque le fonds de solidarité, il a fallu 2 mois pour qu'il soit adapté et qu'il y ait des critères qui permettent vraiment aux associations de le rendre accessible. Donc aujourd'hui, on a un peu 3 enjeux qui perdurent même après le confinement. C'est les conditions matérielles de reprise qui restent toujours problématiques, donc avec la distanciation, les organisations d'assemblées générales, etc., où il se pose des tas de questions. Beaucoup d'associations vont d'ailleurs modifier leur statut pour rendre possible l'organisation d'assemblées générales à distance. Deuxième enjeu que nous pointent les associations et qui fait partie d'un enjeu qui est prioritaire même par rapport aux conditions financières, c'est les relations avec les bénévoles. Donc comment on rétablit le lien même avec des bénévoles qui ont été du coup exclus du fait d'outils numériques et donc qui n'avaient pas forcément la maîtrise ou qui ne souhaitaient pas forcément utiliser. Et puis on a l'enjeu de la visibilité financière qui reste un gros enjeu et ça fera la transition avec le plan de relance justement. Cet enjeu, il est important aussi bien pour les associations qui ont des salariés que pour les associations qui n'emploient pas de salariés. Tout à fait, on est vraiment dans le double enjeu, et d'autant plus, je dirais, pour les associations bénévoles, puisque si les associations employeuses ont pu avoir accès à certains dispositifs, voilà, le fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, chômage partiel, etc., les associations de bénévoles non lucratives n'ont rien eu du tout. Donc on reste sur une grosse problématique et ça fait partie des demandes qu'on porte dans le cadre du plan de relance, que ces associations, qui sont quand même plus d'1 million, soient considérées pour ce qu'elles apportent, parce qu'elles pourvoient aussi à un certain nombre d'éléments dans la chaîne de solidarité et elles ont été actives pendant la crise et elles ont été un peu oubliées aujourd'hui. Il y a eu des plans de soutien sectoriels, mais tout le monde ne rentrait pas dedans. D'accord. Merci. Prenons votre territoire, Jean-Philippe Brun, dans le Val d'Oise. Comment s'est passé le confinement et post-confinement ? Notre territoire est assez représentatif. C'est le 100e de la France et il est assez représentatif de la situation nationale, en ce sens que d'un point de vue géographique ou sociologique, on est vraiment un échantillon avec des territoires à la fois urbains, ruraux, et un fort dynamisme associatif à l'image du pays et dans des secteurs extrêmement diversifiés. On constate à notre niveau exactement le même type de phénomène, le même type d'interrogation par rapport à des bénévoles, bien sûr, mais des associations qui ont pendant quelques mois disparu ou qui se sont mis en sommeil. Et il est encore un petit peu trop tôt en cette à peine mi-septembre pour savoir si tout le monde va réapparaître sur le pont et un peu trop tôt pour compter ceux qui malheureusement, parce que nous le savons déjà, ne réapparaîtront pas.
Donc, là, oui. on parle des associations, Ouais. mais vous avez aussi, j'imagine, des coopératives ou, Nous avons des coopératives qui, elles, pour certaines, ont pu continuer leur activité, qui est une activité marchande hein, pour beaucoup. Pour d'autres qui sont des coopératives plus expérimentales et que nous accompagnons, comme des coopératives d'intérêt collectif ou des coopératives jeunes majeurs, jeunes seniors, puisque nous avons un projet en cours. Il y a eu des décalages dans le temps de mise en route, puisque tout ce qui devait démarrer à la mi-année ne va démarrer dans le meilleur des cas que la semaine prochaine pour cette expérimentation nouvelle de coopérative jeunes seniors. Mais puisqu'à toute chose malheur, à quelque chose en tout cas malheur est bon, et si on se replace dans la crise précédente significative de 2008-2009, où on a pu constater la forte résilience de l'économie sociale et solidaire, nous nous disons en particulier sur notre territoire, que bon, c'est peut-être aussi le moment ou jamais de montrer et de prouver que pendant cette période délicate, les associations, les coopératives, les mutuelles étaient sur le pont, et il faut le crier haut et fort pour qu'elles puissent être prises en considération un peu plus qu'elles ne le sont dans le cadre effectivement des politiques macro, des politiques publiques, parce que c'est ce qu'on a constaté, un surinvestissement des associations qui étaient en première ligne pour faire face à la crise, et avec pas mal de dégâts aussi, ou d'impossibilité de mobiliser toutes les ressources, puisqu'il y avait des personnes qui étaient en situation de fragilité, tous les bénévoles n'ont pas pu se mobiliser par exemple, mais le travail accompli, que serait effectivement, pour reprendre un slogan du mouvement associatif, que serait la vie sans les associations, ou sans les coopératives, ou sans les mutuelles, mais en particulier, comment aurions-nous pu traverser cette période et comment pourrons-nous continuer à la traverser sans la mobilisation de l'économie sociale et solidaire. On a pu prouver en 2008 qu'on avait une capacité de résilience et de rebond importante, même en termes d'emploi. Ça va être plus compliqué en termes d'emploi cette fois-ci. Mais moi, je suis optimiste par rapport à cette capacité qui nous donne l'occasion. Une crise est une inflexion, hein, c'est l'étymologie même du terme, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait une prise en compte, enfin, de l'ESS à la dimension que, de notre point de vue, elle mérite. Mais sinon, sur le Val d'Oise, il n'y a pas eu de difficultés exacerbées. On a bien trinqué au niveau des cas et du R, de reproduction des cas de personnes contaminées, hein, donc pas mal de foyers, pas mal de problématiques liées à cette pathologie. Les associations ont répondu, les coopératives ont fait ce qu'elles ont pu. Les mutuelles ont continué à faire leur boulot et à compenser. D'accord. Alors justement, vous parlez de la prise en compte par les pouvoirs publics de l'économie sociale et solidaire dans cette période-là. Ça, c'est un peu le travail de SS France, d'être le porte-voix de l'économie sociale et solidaire auprès notamment des autorités compétentes, collectivités territoriales et puis État. Alors, est-ce que d'une part, vous avez été prise en compte suffisamment dès le déclenchement, enfin dès le confinement, et puis après, par la suite, avec le plan de relance, est-ce que l'ESS fait partie du cœur de réacteur de la relance? Je pose cette question à vous, Marthe Corpet, puisque vous êtes à ESS France. Peut-être rappeler d'abord d'un mot ce que c'est qu'ESS France. Oui, tout à fait. Donc ESS France est la tête de réseau de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est elle qui rassemble l'ensemble des structures qui fédèrent les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les entreprises, les organisations, les associations. Elle est appelée dans la loi Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Donc elle a vraiment cette vocation à rassembler et à porter la parole de ces différentes organisations auprès des pouvoirs publics et surtout au niveau national de manière transversale à l'ESS. Donc elle rassemble l'ensemble des familles de l'ESS historique qu'on appelle les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS.
Pour répondre à votre question, alors je partage déjà l'analyse sur le paradoxe qui a un peu matricé cette crise sanitaire. Un paradoxe en termes déjà d'activité, puisqu'en effet certaines entreprises ont été directement touchées de plein fouet par les arrêts d'activité forcés, par le ralentissement des activités globales économiques, quand bien même elles n'ont pas directement arrêté leurs activités. En tout cas, ont eu des vraies difficultés économiques dans la période. Et puis de l'autre, au contraire, une sursollicitation du secteur de la solidarité, de la santé, puisque en première ligne, pour justement venir apporter un certain nombre et répondre à un certain nombre de besoins sociaux collectifs dans ce pays, et particulièrement dans des territoires où il y a des services publics, mais pas assez, où donc l'économie sociale et solidaire est particulièrement développée, et dans des territoires ruraux, dans des territoires où justement c'est la solidarité et l'organisation de la solidarité qui a permis aussi d'apporter un certain nombre de réponses pendant cette crise. Et le paradoxe, il ne tient pas qu'à ça, il tient aussi résultat à la réponse qu'il y a eu dans les pouvoirs publics. Parce qu'on n'a pas arrêté de parler d'économie sociale et solidaire les 6 derniers mois. On n'a pas arrêté de dire la relance doit être solidaire. On n'a pas arrêté de dire heureusement que le tissu social est solidaire, heureusement que les associations sont dans nos territoires. Et à côté de ça, dans les dispositifs de politique publique, l'économie sociale et solidaire a totalement disparu. Elle a disparu parce que ses spécificités, qui en font d'ailleurs sa capacité à intervenir dans des territoires ruraux sur les questions de solidarité, le fait qu'elle n'ait pas un but lucratif au sens strict du terme, on s'est rendu compte que l'ensemble des dispositifs, ou une grande partie des dispositifs économiques, étaient fondés sur des définitions qui sont basées uniquement sur la lucrativité et ont exclu tout au long de la période précédente, systématiquement une grande majorité des entreprises et des organisations de l'ESS. Alors évidemment, dès qu'on a soulevé le drapeau, dès qu'on a commencé à dire « attendez, il y a un problème », tout le monde a dit « ah oui, bien sûr, il faut qu'on corrige », mais ça a été une vigilance systématique, notamment du mouvement associatif, mais pas que, des fondations aussi, des mutuelles, des coopératives, pour systématiquement intégrer dans le droit commun les entreprises et les associations et les organisations de l'économie sociale et solidaire. Et je trouve que là, il y a quand même un paradoxe étonnant de fonder en permanence la définition du chiffre d'affaires, de l'activité économique, dans une période où justement c'est touché uniquement sur des enjeux de lucrativité, alors que justement l'économie sociale et solidaire apporte une autre façon de produire, une autre façon de s'organiser, qui, elle, a montré qu'elle était non seulement nécessaire, mais surtout très efficace dans une période comme celle-ci. Donc ça, c'était un peu la première conclusion qu'on a eue pendant toute cette période. Heureusement, dans les pouvoirs publics, il y a aussi une petite prise de conscience là-dessus. On a eu une cellule qui a été mise en place au sein du Haut-Commissariat, l'ESS, qui a permis qu'on fasse remonter ces points-là. Mais on se rend compte, que ce soit dans la législation européenne ou que ce soit dans les politiques publiques nationales transversales, qu'il est extrêmement difficile de ne pas être une entreprise classique qui fait du profit et qui est la première cible de notre gouvernement. Et c'est une difficulté ponctuelle liée à la crise, ou c'est parce que l'ESS n'est pas dans le... Non, c'est une difficulté générale qui fait qu'aujourd'hui, les politiques publiques sont concentrées sur un modèle d'entreprendre, qui est un modèle basé sur la lucrativité et qui vaut de l'Union européenne jusqu'à l'État français. Donc on a besoin de changer ce prisme-là, on a besoin de changer cette norme-là, qui est une norme qui a montré aussi qu'elle était dépassée pendant cette période. Malheureusement, on espérait que la prise de conscience un peu forte qu'il y avait eu juste avant l'été, on disait le monde d'après ne sera pas le même que le monde d'hier, il faut changer, il faut avoir un tournant dans nos politiques publiques, il faut prendre en compte les enjeux de solidarité. Bon, quand on fait les comptes et quand on regarde le plan de relance, on se dit que le compte n'y est pas tout à fait, et que les propositions qu'on avait formulées, par ailleurs de manière aussi très organisée, on a fait une contribution dans le cadre du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire avec l'ensemble des acteurs. On a tenté d'apporter aussi et d'être très constructif dans cette période de construction du plan de relance, et on se rend compte que dans le plan de relance, clairement, les propositions des acteurs de l'économie sociale et solidaire n'ont pas été entendues. Donc on salue évidemment l'ampleur de ce plan, puisque c'est quand même un investissement public assez massif. On salue aussi les 1,3 milliard d'euros, vous en parliez au tout début de cette table ronde, qui sont un chiffre consolidé de ce qui va dans l'ESS, mais on avait demandé qu'il y ait au moins 20% des investissements publics qui concernent l'économie sociale et solidaire. Vous ferez votre calcul directement, 1,3 milliard face à 100 milliards, on est très loin des 20%, donc on est aussi très loin d'un objectif réel de changement structurel de l'économie, et c'est ce qu'on attendait dans cette période-là, et notamment d'avoir un plan transversal de soutien et de développement à l'économie sociale et solidaire,
et pas uniquement dans certaines filières. Donc filière par filière, on va trouver des choses très intéressantes dans ce plan de relance, mais quand on regarde en transversal, on n'est pas à la hauteur, en tout cas même, je crois même des annonces qui avaient été proposées et qui avaient été faites avant l'été. D'accord. Alors bon, là on est resté très franco-français, mais on a un acteur du commerce équitable en la personne de Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar France, qui a aussi un rôle de plaidoyer auprès de nos institutions françaises. Donc finalement, même question, le commerce équitable, à quoi a-t-il servi pendant la période de crise liée à l'avancée de l'épidémie, et puis et comment s'en sort-il là maintenant? Je peux donner effectivement un regard international en ceci que le mouvement du commerce équitable représente aujourd'hui, comment dire, un maillage sur presque une centaine de pays. Donc vous avez au sud à peu près 70 pays qui produisent et au nord 20 à 30 pays qui sont plutôt les lieux de consommation, qui essaient de consommer en pensant aux 70 pays qui produisent et notamment aux personnes humaines qui sont derrière. Ce qu'on a vu dans cette crise, puisque tous ces maillages entre nous font qu'on a beaucoup communiqué dès les premiers jours du confinement, on a pu avoir sur l'écran de nos ordinateurs une conférence visio assez extraordinaire avec 80 pays représentés, des Kenyans disant voilà où on en est, des Péruviens disant voilà nos problèmes, d'autres soulignant d'autres difficultés en Inde par exemple. Et grâce à cette espèce de communauté solidaire, au niveau mondial, on a eu un bon retour sur les principaux enjeux. Alors, ce que ça montre, le Covid, premièrement, ce dont on parle beaucoup trop peu, c'est que dans plein de territoires de notre planète, il y a des populations encore plus en danger que les populations françaises. Encore plus fragilisées, encore plus touchées, moins de protection, moins d'appareils sanitaires, moins d'infrastructures. La précarité dans le travail, par exemple. En France, il y en a beaucoup, certes, mais imaginez, multipliez par 5 ou 10, ou 30, et vous avez l'Inde. C'est-à-dire des gens qui sont des journaliers qui, du jour au lendemain, basculent dans le vide de leur situation personnelle, familiale. Et ça, nous, on l'a vu grâce à notre connaissance des filières. Et là, le contre-coup, le contre-choc est loin, loin, loin d'être établi. On va avoir, je pense, encore malheureusement des drames absolus en termes économiques, humains et sociaux qui vont se dérouler dans les pays les plus pauvres. En plus positif, ce que notre vision de la crise Covid démontre, c'est que précisément, et les collègues l'ont dit, partout où vous avez de l'économie solidaire, avec moins de lucrativité, plus de mécanismes de démocratie, plus de réserves pour faire face aux coûts, etc., etc., plus de considération et de bienveillance pour la personne humaine, et bien là, vous avez plus de résilience. Donc, quelque part, oui, un peu comme vous l'avez dit, quelque chose, malheur est bon, mais c'est un peu amer de devoir le constater dans les crises et pas quand ça va bien. Et cette espèce de résilience et de démonstration, en fait, qu'il y a des voies possibles face aux crises qui ne vont pas diminuer, la crise climatique est devant nous, etc., eh bien, elle réside dans cette économie-là. Eh bien non, je rejoins beaucoup de mes collègues pour dire qu'on n'a pas l'impression que cette prise de conscience est là. On aurait dû venir immédiatement nous voir en disant « Vous faites une preuve de concept, vous avez su rester en lien, vous avez su… » Nous, on a créé immédiatement 2 fonds de solidarité, un fonds d'urgence pour les endroits où les travailleurs allaient être immédiatement contaminés, parce que, bien entendu, l'employeur, au fin fond, je ne nommerai pas de pays, mais de tel ou tel pays très pauvre, il ne va pas déployer tout de suite des protections, du gel, etc. C'est pas possible, il n'a même pas les moyens de le faire. Donc on a fait un fonds immédiatement avec ça, qui a permis des petites enveloppes à droite à gauche pour protéger les travailleurs. On va faire un fonds de résilience à moyen terme, mais quelque part, personne n'est venu nous demander si notre modèle était intéressant à dupliquer. Donc je rejoins les collègues dans toutes les interprofessions, dans ESS France. Nous, on est également présent dans le MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. On a fait vraiment une revendication forte là-dessus. N'oublions pas quand même que partout où la crise est, les droits humains sont encore plus fragilisés, encore plus en danger. Donc là où vous avez de la dénégation des droits des travailleurs, des travailleuses, par exemple dans les plantations au sud, ce que vous mangez tous les jours, mesdames et messieurs, je vous le dis clairement, ça vient aussi beaucoup de plantations pour tout ce qui vient en importation, où les droits sont menacés en permanence. Et où nous, on essaye d'apporter à notre échelle des solutions à ça. Eh bien, ça va être multiplié par 2, multiplié par 3. Ce n'est pas en temps de crise qu'on va voir un employeur et qu'on lui dit les congés maternité, ça ne va pas du tout, etc., etc.
Donc là aussi, on a joué un rôle d'amortisseur. Et alors, dernier point, plus en positif, du côté des consommateurs, des citoyens consommateurs, là, nous, on voit des signaux qui sont plutôt positifs. Et ça fait plaisir parce que dans la crise, la consommation responsable n'a pas baissé. Le bio a plutôt augmenté en part relative. Les gens sont allés vers l'économie de proximité en disant là je connais, il y a des réseaux. Et puis même ils ont eu envie d'aider au plus proche, quoi, l'agriculteur du coin. Nous, je ne vais pas te donner d'anecdotes personnelles, mais dans beaucoup de rues de France, les gens se sont rassemblés pour faire des commandes groupées. Voilà, ça a existé, ça, et ça c'est magnifique. Et nous, dans l'équitable Nord-Sud, on a vu ça aussi. Avec un grand maintien de l'achat de café, de bananes. Aujourd'hui, vous avez 15% des bananes françaises qui sont équitables, c'est-à-dire avec un souci pour les droits des gens et une juste rémunération. Vous avez le café qui s'est bien maintenu, le sucre, etc. Donc de ce côté-là, nous on pense que ça ne sera plus jamais comme avant et que cette crise a aussi été un révélateur. La proximité, c'est important. Les êtres humains les plus proches, c'est important. La conscience dans les actes, c'est important parce qu'on est tous un peu fragiles. Notre société très puissante industriellement, elle n'est pas si solide au niveau des solidarités. Mais vous devez quand même faire face à un autre leitmotiv qu'on a entendu depuis le déclenchement du confinement, qui est la souveraineté économique, le commerce équitable, ça vient de loin. Est-ce que vous ne devez pas faire face à ça, au circuit court que l'on veut réimplanter en France, stricto sensu? Tout à fait. On en parle. Hein. Moi, j'en ai parlé avec mes collègues qui font du cacao, du café, etc., donc des Ivoiriens, qui me disent « Mais Blaise, les agriculteurs français, ils ont un hôpital tous les 30 km. Ils ont des routes impeccables pour sortir leur production du champ. Nous, c'est déjà un défi de pouvoir aller le vendre à une place de marché. Donc, ne nous met pas sur le même niveau. Je leur ai dit si. Le consommateur, le citoyen, il ne comprend pas qu'on oppose des producteurs au nord, des producteurs au sud. Les soucis sont les mêmes. Je dois avoir une sécurité, voir un peu où je vais, avoir un prix qui soit au-dessus des coûts de production. Ça, c'est un sujet commun au sud comme au nord. Pourquoi on en est excusez-moi, mais dans une sorte de préhistoire économique? Il y a une forme de néolibéralisme qui nous ramène en arrière, en fait, dans une sorte de préhistoire économique où on ne peut même plus parler de prix garanti. Nous, on défend le prix garanti. Le 1er octobre, on va faire du bruit, on va faire un colloque avec tous nos partenaires, et vous êtes cordialement invités pour dire le prix minimum garanti pour les agriculteurs du monde entier, c'est un progrès social qui nous aide tous. Quand vous vendez à 0,8 alors que vos coûts de production sont à 1, vous êtes en train juste de détruire vos vies, détruire vos entreprises, détruire vos exploitations. Est-ce que il y a eu un référendum pour dire oui, c'est ce qu'on veut? On veut que chez Leclerc ou que chez Carrefour, ça soit tellement bas, tellement cassé les prix, que ça détruise les agriculteurs. Personne n'a voté pour ça, enfin moi pas en tout cas. J'ai pas vu de référendum, j'ai 50 ans, j'ai pas vu ça, quoi. Donc moi j'appelle à ça, quoi, les états généraux de l'alimentation. Donc vous avez raison, il y a pu y avoir des oppositions, mais il y a tellement plus de choses qui nous rejoignent sur comment faire une agriculture durable. Il y a tellement de choses qui nous rejoignent climatiquement. Vous n'allez pas faire demain pousser du cacao en Provence. Hein. Pour l'instant, ça ne marche pas, quoi. Hein. Il faut des conditions pédoclimatiques. Et on va quand même continuer à aimer le chocolat, et c'est bien. Donc voilà, le verre est aux 3/4 plein des choses dont on a à débattre ensemble, de maintenir des importations raisonnées avec des clauses sociales environnementales aux frontières. C'est ça aussi que la crise devrait plutôt mettre en avant. Ce n'est pas d'opposer les peuples de producteurs du Sud et du Nord, c'est de dire, oui, faites rentrer vos productions, mais en nous démontrant que ce n'est pas du low cost. Hein? Moi, je parle beaucoup du t-shirt à 3 €, mais ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne veut rien dire d'aujourd'hui d'avoir des produits jetables que nous tous on consomme en faisant croire que c'est bon pour les classes populaires en France, en détruisant la vie des classes populaires au Sud. Non. Alors rentrons dans le vif du sujet sur le plan de relance. Sylvie Meyer, groupe de travail de l'économie sociale et solidaire au Parti communiste français. Vous avez vu les différentes annonces la semaine dernière, vous avez vu aussi les plans sectoriels. Là, ce qu'on entend, c'est que, et c'est un peu toujours le même refrain, c'est l'économie sociale et solidaire dans tous ces secteurs est résilient. Peut-être que vous en avez assez d'ailleurs qu'on parle de résilience et de vous donner quelques clopinettes, je ne sais pas, vous direz ça. Mais est-ce que vous y êtes retrouvé dans ce plan de relance-là, dans les annonces, dans le jour d'après? Est-ce que finalement l'ESS fait partie du jour d'après? D'abord, je voudrais remercier l'humanité de faire encore cet effort cette année avec les difficultés
pour être présent sur les problèmes de l'économie sociale et solidaire et du commerce équitable. C'est tout à fait remarquable et c'est tout ce travail que nous avons fait ensemble d'ailleurs, hein, jusqu'aux 4 pages de l'humanité. Je crois que c'est vraiment, il fallait souligner ça. C'est gentil Voilà. pour cette auto-célébration. Maintenant, donc, le plan de relance. C'est pas auto parce que c'est Oui. l'humanité. Alors, sur le plan de relance, bon, ça fait quelques jours seulement qu'on a des éléments. D'abord, je ferai remarquer que c'est comme pour le grand emprunt, on n'a pas 10%, même si je conteste les 10%, je crois qu'on est plus à 14-15%. Du Si PIB, c'est ça? de PIB, parce Ouais. qu'on oublie tout simplement le bénévolat, hein, avec les millions de bénévoles. Hein. Mais même en contestant ça, en restant à 10%, que ce soit pour le grand emprunt, il y avait 1%, aujourd'hui, il y a encore 1%. Donc déjà, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant, qu'on soit 10 fois en dessous de ce qui devrait être pour être réellement à égalité, qu'il s'agisse des coopératives ou qu'il s'agisse de la vie associative, avec toutes les grandes difficultés que rencontrent par exemple les grandes associations d'aide aux personnes âgées, dans le sanitaire, où les gens n'ont pas, comme les associations n'ont pas les moyens suffisants pour réellement avoir du personnel qualifié, donc c'est la précarité, c'est des bas salaires, de la précarité, pour lequel les présidents d'associations ne peuvent pas grand-chose, parce que c'est ce qu'on leur donne comme subvention quand ce sont des subventions, puisque maintenant on en est plutôt aux appels d'offres qu'aux subventions pour faire le travail qu'ils font. Ensuite, le jour d'après, ce qu'on peut constater, c'est que, en ce qui concerne le gouvernement, il est encore un peu comme le jour d'avant. Quand on subventionne de grandes entreprises sans aucune vérification de l'utilisation des fonds en question, quand il y a des licenciements sur des entreprises qui ont reçu de l'argent et qui vont encore en recevoir, on ne peut pas dire que le plan de relance puisse être efficace. Que ce soit sur la crise climatique, quand on regarde ce qui se fait avec Air France, par exemple, ou avec les transports, ou que ce soit les problèmes de la santé, parce que les hôpitaux ne sont absolument pas pris en compte dans ce plan de relance, si je ne me trompe, ou largement pas suffisamment. Il y a les 6 milliards du Ségur de la santé qui se voilà, retrouvent dans le plan de relance. Les 6 milliards qui sont contestés par le milieu de la santé, depuis les brancardiers jusqu'aux grands professeurs. Il y a quand même un énorme mouvement qui se poursuit, et évidemment qui se poursuit avec ce qu'ils ont subi. Ils sortaient d'une période de grève longue, avec vraiment beaucoup de monde dans la grève. Ils se retrouvent dans le Covid, où là, il n'est plus question de faire la grève. Au contraire, c'est des heures supplémentaires à n'en plus finir. On ne les reconnaît pas, on continue à ne pas les reconnaître. Moi qui habite en tissu rural, on manque terriblement de tous les corps de métiers de la santé. Peut-être pas les infirmières libérales, mais le reste est vraiment terrible. Donc le plan de relance, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Ensuite, il y a quelque chose qui me préoccupe et qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'orientation actuelle gouvernementale en ce qui concerne ce qu'ils veulent faire de l'ESS. Ce qu'ils veulent faire de l'ESS. Parce que si on regarde déjà l'affectation, alors c'est dans l'insertion, l'activité par l'insertion, c'est les entrepreneurs sociaux, beaucoup. Alors les coopératives seront dans le cadre général des entreprises, mais comment, on ne sait pas encore trop. Et l'impact social, tout ce qui a commencé à se faire avec l'ancien secrétaire, haut-commissaire Itier, se poursuit avec notre nouvelle secrétaire d'État, à savoir qu'on veut mettre l'économie sociale et solidaire sur le caritatif et sur une espèce de béquille du capital qui ne reconnaît pas la réelle valeur dont Blaise vient de parler de façon excellente, avec notamment la question de la démocratie, la question de la propriété, le fait
que les salariés puissent être propriétaires de leur entreprise, c'est totalement nié. Ça fait trop peur au patronat, qui évidemment ne se retrouve pas dans le fait que les salariés pourraient gérer eux-mêmes leur entreprise, et le font de façon, là aussi, très très efficace, plus efficace que la plupart des entreprises privées. Donc ce plan de relance, certes, il y a un certain nombre de milliards qui vont être donnés, et c'est bien qu'il y ait des milliards, et ça ne pouvait pas vraiment être autrement, mais il va falloir être vraiment très très vigilant sur l'affectation et sur le fait qu'on ouvre beaucoup plus la place à une économie sociale et solidaire comme un des éléments d'alternative au capitalisme, un des piliers d'une véritable modification de la façon dont le travail se fait, de la propriété, de la démocratie, de la solidarité. Ça, c'est... Alors, pour être plus précis, donc dans le milliard 300 millions, il y a 600 millions sur l'insertion professionnelle des jeunes. Et puis, il y a 300 millions de la Caisse des dépôts pour développer les structures de l'ESS, et 230 millions de la Banque publique d'investissement aussi pour venir en soutien du développement des structures. Mais donc, bon, vous avez vu ces chiffres comme moi. Est-ce que du coup ESS France s'y retrouve ça fixe quand même quelques priorités. Donc est-ce que ESS France s'y retrouve, Marc Corpet? Pour l'instant, on n'a pas exactement le détail sur comment ces 1,3 milliard déclinés, comme vous l'avez dit, seront exactement mis en œuvre. On va avoir quelques indices dans le cadre de la discussion autour du projet de loi de finances. On est déjà actif pour discuter avec la nouvelle secrétaire d'État, Olivia Grégoire, sur quel type d'actions peuvent être mises en avant, même si elle a déjà exprimé qu'elle aurait certainement des appels à projets. Tout ça est encore un peu flou dans la mise en place concrète. Alors je précise juste qu'on l'avait invitée, Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, mais pour une question d'agenda, elle n'a pas pu venir. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, on travaille déjà avec elle pour essayer de discuter un petit peu de comment utiliser cet argent, vu qu'il est là, autant qu'il soit utile pour l'économie sociale et solidaire. Et à ce stade, les discussions sont en cours. Je n'ai pas de grandes révélations à apporter. Mais ça, c'est quand même une petite somme d'argent qui ne fera pas l'ensemble des attendus que nous avions autour de ce plan de relance. À mon avis, et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je crois de manière assez unanime, nous avons besoin que si... En tout cas, ce plan de relance ne cible pas l'économie sociale et solidaire comme étant le levier de développement de l'économie de demain, disons-le et soyons assez clairs là-dessus. Néanmoins, il me semble particulièrement important qu'à minima, il soit réfléchi dans le cadre du projet de loi de finances des contreparties aux investissements qui sont fixés. Des contreparties autour notamment des engagements sociaux, responsables, écologiques, du partage de la valeur, des cibles générales de ce plan de relance. Pas que pour l'économie sociale et solidaire. Exactement. Pour l'ensemble du plan de relance. À mon avis, là, il y a une piste qui est extrêmement importante à creuser et surtout qui est absolument indispensable si l'on veut avoir des répercussions à moyen et à long terme qui soient positives pour transformer en effet les sources de la crise dans lesquelles on est, puisque certes, il y a un virus qui circule, mais on a aussi une source de crise qui est structurelle, qui vient du fait que nous n'avons pas organisé nos moyens de production depuis un certain nombre d'années et qu'on a été très lent à réagir sur la production de masques, par exemple, ou d'un certain nombre d'outils médicaux, de protection des soignants. Ça vient aussi du fait que l'hôpital public souffre depuis des années de désinvestissement. Voilà, il y a quand même un ensemble de choses qui ont fait de cette crise l'ampleur que l'on a, qui ont fait l'ampleur de la crise que l'on connaît et qu'il faut résoudre et qu'il faut traiter dans le cadre de ce plan de relance. Donc, à mon avis, on va parler certainement des 1,3 milliard donnés à l'ESS, de où est-ce qu'il faut les investir, comment est-ce qu'il faut avancer. Je pense que le rôle des territoires là-dedans est extrêmement important. Comment donner aux entreprises de l'ESS tous les outils pour leur développement. Mais ce n'est pas le seul débat qu'il faut traiter et surtout ne nous enfermons pas dans ce débat-là. Sur le plan de relance, nous avons encore l'ambition que ce plan de relance soit utile pour l'économie sociale et solidaire dans son sens global. Alors vous parlez de choses importantes, il y a des mots-clés territoire, mais je voudrais revenir à ce que vous disiez sur le fait de faire marcher ce plan de relance
avec des garanties aussi bien au niveau économique que social et environnemental. Ça, c'est un peu votre cheval de bataille à Max Havelaar. Oui, je veux bien réagir parce que je suis tout à fait d'accord avec Sylvie. On est dans des méthodes d'avant-hier ou avant-avant-hier. C'est-à-dire, on a, je trouve, face à nous, des pouvoirs publics qui sont relativement, pardonnez-moi l'expression, pâteaux. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font des calculs, et font des agrégations de grands chiffres, etc. Aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de vélocité et de pertinence. Et moi, ce qui me semble manquer, c'est un outil ou des outils qui permettent au pouvoir public, pour allouer les ressources publiques, de mesurer si telle entreprise ou tel produit a des performances ou des impacts positifs ou négatifs. On est là dans le bon sens commun, c'est-à-dire cette table a-t-elle été réalisée en faisant du bien au territoire, aux salariés et à l'environnement, ou au contraire a-t-elle un coût, ce qu'on appelle les externalités négatives, mauvais pour la société? Auquel cas, bien sûr, il faut conditionner ce qu'on donne comme argent public et comme aide à ce bilan sociétal de chaque produit. Et nous, ce qu'on propose, alors c'est au sein du mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est de dire qu'il faut un outil de mesure de ce que sont les entreprises aujourd'hui. On l'appelle, vous savez, comme sur les produits, la pâte à tartiner, etc., comme le Nutri-Score, nous on l'appelle l'Impact Score. On dit qu'il est grand temps que l'État se dote d'un outil pour mesurer l'impact de ce que font les entreprises. Voilà. Et donc, on a mis dedans 17 critères, et il y a 4 familles, des choses assez de bon sens. Quel est l'impact sur l'environnement? Alors, si une entreprise qui pollue massivement, quel est l'impact sur le social? Est-ce qu'elle prend des publics fragiles? Est-ce qu'elle fait attention à l'être humain, etc. Est-ce qu'elle partage un peu le pouvoir? Ce que tu disais, Sylvie, est-ce que dedans, il y a un peu d'équilibre, de partage, de démocratie actionnariale, etc. Et puis, est-ce qu'elle partage un peu les richesses? C'est-à-dire, est-ce que le bénéfice qui ressort, et à quelle partie prenante va-t-il? Uniquement aux actionnaires, aux salariés, au territoire, etc. Est-ce que je paye mes impôts en France? Eh bien, ce Nutri-Score, il est disponible, il est sur Internet. On est déjà des dizaines et des dizaines d'organisations à le tester. Donc, Max Havelaar, on l'a fait. On a un score pas mal, mais peut mieux faire aussi. Tout le monde peut mieux faire. Mais au moins, c'est objectif. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est que l'État, quand il fait des grands plans, qu'il utilise les impôts pour soutenir l'économie, eh bien qu'il regarde la note sociétale. On ne va pas donner pareil à quelqu'un qui pollue et qui bafoue les droits, à quelqu'un qui fait attention aux salariés et à la planète. Et le deuxième outil qui nous manque, c'est la même chose au niveau des produits. Vous pouvez le faire sur une entreprise, dire cette entreprise vaut le coup d'être aidée, puis vous le pouvez faire au niveau des produits. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas terrible dans leur engagement ESS, je dirais, mais qui peuvent faire quelques produits très bons, qui sont très utiles, vous voyez, très bien recyclables, très protecteurs, les produits du commerce équitable, etc. Et bien avec ces deux outils, vous pouvez faire, je dirais, un plan de relance tel qu'on l'appelle de nos voeux, c'est-à-dire moderne. Vous pouvez moduler vos aides de manière beaucoup plus sophistiquée et intelligente et stratégique que ce qui nous est proposé, avec des gros paquets pour des secteurs. On ne sait pas très bien si à l'intérieur d'un secteur, ça va aider ou ça ne va pas aider. Vous voyez. Et avec deux choses qu'on peut faire, les marchés publics. C'est énormément d'argent. Si on discrimine avec l'impact score, on va prendre les entreprises qui font du bien. Et puis, bien entendu, les impôts. Vous pouvez moduler l'impôt sur les sociétés, vous pouvez moduler toute la gamme des taxes qui sont sur les entreprises et sur les produits, la TVA, pourquoi pas, etc., en fonction du bien que ça fait à la société. Est-ce que ça, c'est facile à faire sur un territoire, Jean-Philippe Brun? Je vais réagir sur l'impact score, ça ouais. Dans le droit fil de ce que vient de dire Blaise. Il se trouve que notre secrétaire d'État s'en est tout de suite emparé de cette idée et a promis effectivement, lors de son passage au MOVE, de le mettre en place très très rapidement, mais en ne le réservant pas aux structures de l'économie sociale et solidaire, mais en essayant effectivement d'attribuer ce scoring à l'ensemble des entreprises sociales, mais à l'ensemble des entreprises tout court, et notamment en le rapprochant. Elles n'obtiendront pas la même note. Voilà. Nous, on parle beaucoup avec La Poste, qui est une entreprise publique, et elle obtient des scores faramineux quand elle fait ce genre de scoring, au niveau social, au niveau environnemental. Je ne préjuge pas des résultats. Je regarde la démarche. Je ne sais pas si toutes les structures de l'économie sociale et solidaire pourront se parer non plus d'une vertu absolue. Le scoring, si on s'en tient au scoring, le scoring ne le dira. Non, je parle de personnes en particulier. Il y a des critères, effectivement, qui sont plus on peut le compléter aussi. En matière de gestion humaine, de rapport humain, de démocratie interne et tout. Il n'y a pas que les externalités en termes de CO2 ou en termes effectivement de violation flagrante des droits humains. Quelquefois, c'est plus. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, l'idée a l'air de lui plaire. Et je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou s'en réjouir. On va dire que, comme on est optimiste, on va s'en réjouir.
il ne faudrait pas que ça procède d'une forme effectivement de dilution ou entre des notions que nous essayons effectivement, tout en les considérant, mais de bien distinguer, qui sont les notions de responsabilité sociétale et les notions de ESS. Déjà dans l'appellation du secrétariat d'État, économie sociale et solidaire et responsable, il y a le premier R, il y a un tiers de la RSE qui est effectivement associé à l'ESS. Bon, c'est un débat un peu sémantique, on pourrait lui faire ce mauvais procès a priori, on jugera sur pièce, mais bon, c'est important de voir qu'elle a tout de suite rebondi sur cette proposition-là. Au niveau local, moi, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup débattu là, de politique publique, d'outils, de la façon dont il fallait considérer effectivement ces grandes masses d'argent mobilisées, mais pas toujours visibles sur le terrain. Je pense qu'on a, dans la mesure où sur un plan local, l'économie sociale et solidaire a cette capacité d'initiative qu'il faut lui reconnaître, qui n'est peut-être pas justement reconnue à sa juste valeur. Dans la mesure où elle arrive à mettre en œuvre cette capacité d'initiative à un niveau local sans trop se préoccuper, parce que c'est toujours compliqué d'avoir accès à des guichets et à des sources de financement qui supposent une structuration que ces petites structures souvent n'ont pas. Si on fait abstraction de ce qui se décide un petit peu en dehors d'elle, hein, de ce qui peut avoir des conséquences à terme ou qui peut être, disons, source d'opportunités pour se raccrocher à tel ou tel dispositif, mais d'un point de vue local et beaucoup plus pragmatique, il y a la possibilité, en s'organisant et en se prenant en charge, sans attendre trop des pouvoirs publics, mais en étant bien sûr soutenu par les pouvoirs publics, il y a la possibilité de faire, et particulièrement en ce moment, en ce temps de crise, vraiment des choses qui sont porteuses d'espoir et porteuses d'avenir, et porteuses d'utopie vers des changements de paradigme à terme, en matière de mode de consommation, en matière de relations internes, je n'irai pas jusqu'à dire en matière de relations entre le travail et le capital, mais en matière de relations humaines, en matière de changement de mode de production, en matière de capacité effectivement à ces structures locales de maintenir de l'emploi et de la solidarité, et de maintenir le minimum de liens qui font que avec toute l'adversité qui peut être celle que l'on constate, hein, et pas uniquement une adversité en matière virale, hein, qui permet de résister, qui permet au-delà de la résilience, de montrer qu'il y a d'autres paradigmes et d'autres systèmes de consommation, de production et d'être à faire valoir. Nous, on essaie de le mettre en œuvre sur notre petit territoire avec un certain succès qui est un succès collectif, qui tient à la fois des collectivités territoriales accompagnatrices, des structures d'accompagnement dont nous faisons partie, il y en a d'autres, mais surtout de l'initiative des acteurs de terrain qui vivent leur situation, qui vivent leurs problématiques, qui vivent l'émergence de besoins nouveaux et qui s'organisent sur un terrain qu'on essaie de favoriser, avec des acteurs qui essaient de favoriser tout cela, et avec une bonne connaissance, une bonne dynamique de relations interpersonnelles, quel que soit le statut de chacun, structure d'accompagnement, collectivité ou structure porteuse de projets d'économie sociale et solidaire, on arrive à faire vivre des petits écosystèmes qui portent leurs fruits très concrètement, mais sur de la durée. Bon, après 4 ou 5 ans de gestation, qui portent leurs fruits en termes d'emploi. Il faudra donc qu'on aille voir ça et qu'on en rende compte dans l'humanité dans pas très longtemps pour expliquer ce qui se passe du côté de Roissy, pays de France. On n'a rien contre les pouvoirs publics quand ils nous labellisent, on les aime bien, quand ils nous labellisent territoire French Impact ou quand ils nous donnent la possibilité au niveau européen peu importe le dispositif, de montrer effectivement ces dispositifs dans le cadre du prochain sommet européen de l'économie sociale et solidaire à Mannheim, où nous représenterons la France. Avec le drapeau. On parle d'externalités positives. Lucie Suchet, pour le mouvement associatif, comment on les fait respecter et garantir par l'État en ce moment de relance? Quels sont les leviers que vous souhaiteriez voir activés pour permettre au tissu associatif de se renforcer?
Alors nous, on était plutôt, on va dire, dans une posture, d'ailleurs dans la communication qu'on a faite sur le plan de relance, dans une posture constructive, puisqu'il y a certains points qui peuvent être intéressants. Il y a la prise en compte de différents domaines, l'économie circulaire, l'agriculture durable, donc sectorielle. On a regretté qu'il n'y ait pas de vision transversale en fait, de la vie associative, et j'y reviendrai juste ensuite. On a vu qu'il y aurait un peu une refonte ou alors un ciblage davantage sur les jeunes des parcours emploi-compétences, ce qui nous paraît de bon ton. Après, la principale problématique reste l'adaptation des critères de ces parcours emploi-compétences et de la prise en charge financière en fait, de ces contrats pour qu'ils soient véritablement pertinents. Ce qu'on a quand même très peu dit ou vu, c'est qu'avec les contrats aidés et la fin des contrats aidés tels qu'ils étaient précédemment, on a eu peut-être le plus gros plan social français jamais vu. Donc je rappelle des chiffres, 459 000 contrats aidés en 2016 et aujourd'hui 100 000. Donc vous voyez un peu le gap. Donc nous avons rencontré la secrétaire d'État qui est prête à travailler avec nous à nouveau sur cette notion de contrat aidé, non pas au sens où on l'entendait précédemment, mais plutôt un soutien à l'emploi associatif, puisqu'aujourd'hui on a fait une enquête sur les associations et sur les associations employeuses particulièrement. 30 000 nous disent qu'elles ne seront pas en mesure de maintenir l'effectif salarié en l'état. Et c'est plutôt les petites associations. Donc la problématique se centre plutôt sur ces associations-là qui ont besoin justement de soutien particulier, puisque derrière, c'est des activités d'utilité sociale, d'utilité citoyenne. Sur le territoire, c'est des places de crèche. Je rappelle que pendant les contrats aidés, par exemple, le collectif des crèches de l'Hérault, ils nous ont communiqué le fait qu'ils avaient perdu 1000 places de crèche, donc ce qui était relativement important. Donc ce qui nous importe, c'est d'avoir un plan de relance, et on va discuter avec le gouvernement là-dessus, qui prenne en compte nos différentes thématiques. Donc là, aujourd'hui, c'est des annonces. Demain, ce sera des traductions budgétaires. Donc c'est à ce moment-là qu'on verra si nos plaidoyers ont été efficaces et si on a pris en compte le secteur associatif, mais plus largement, ce qu'on regrette, et ça fait écho à ce qui a été dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vision politique de ce que sont les associations au niveau de l'État. Si on reprend des discours de 2001, la charte des engagements réciproques, où il y avait vraiment une pensée en fait, sur ce qu'était la vie associative, que la vie associative était un intermédiaire aussi entre le gouvernement, les pouvoirs politiques et les citoyens. Donc toute cette notion de corps intermédiaire aussi. Aujourd'hui, on nous réduit à une somme d'activités. On nous compare, alors je n'ai pas encore vu l'outil Impact Score, mais on nous compare souvent aux entreprises. En fait, on nous liste une somme d'activités que nous sommes, mais nous ne sommes pas une somme d'activités, nous sommes un projet. Et ce projet associatif, c'est des gens engagés, c'est une pensée. Cette pensée s'est traduite en activité, où l'activité est venue soutenir un projet. Mais il faut toujours voir l'initiale qu'est l'activité associative, c'est d'abord le projet associatif. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas en fait, ce cheminement et cette spécificité, et que l'État sera dépourvu de vision et de pensée en fait, sur le monde associatif, on sera relativement malaisé comme on est aujourd'hui. Et s'il y a un message à faire passer, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de pensée et de réflexion sur le monde associatif qui infuse bottom-up, quoi. Nous, on apporte plein de choses, on réfléchit, les acteurs, ils bouillonnent, la Fonda, il y a plein de choses qui bouillonnent de partout, mais ça remonte pas assez. Ça n'infuse pas assez, et nous avons besoin d'une vision. Voilà. Bon, alors vous me tendez la perche pour justement... puisque le temps vient à échoir, mais à vous proposer de conclure en vous demandant finalement quel est le projet politique que peut se fixer l'économie sociale et solidaire, alors selon vos secteurs à vous, mais on peut peut-être commencer par vous, Blaise Desbordes, pour Max Havelaar. Je partage beaucoup ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'au niveau de la stratégie des pouvoirs publics, il réintègre ce tiers acteur. Cet acteur qui fait société, qui fait groupe, qui fait parfois projet économique. Nous, Max Havelaar, nous sommes une association. Nous avons une activité en partie économique, mais nous avons 5 collèges qui représentent des parties prenantes, qui ont chacune leur identité. Il faut ramener, je dirais, de l'humanité, c'est le cas de le dire aujourd'hui, dans la conception qu'on a des entreprises humaines. Le manichéisme, ça suffit. L'un contre l'autre, le tout libéral.
On a perdu, par exemple, au niveau européen, la DG13. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 30 ans, il y avait une DG qui s'occupait de l'économie solidaire, de l'économie sociale, que défendait un certain Michel Rocard en son temps, etc. Disparu. Aujourd'hui, c'est soit vous êtes un service public, soit vous êtes un pur privé totalement orienté vers le profit. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas nos vies. Dans la diversité de tous les Françaises et les Français, c'est pas ça qu'on vit au quotidien. On vit des moments où on veut faire société, être ensemble, des moments où on veut juste un produit rapidement parce que c'est ça, il nous faut quelque chose. D'autres moments où on veut être un citoyen, on veut voter. Et cette espèce de triangle, eh bien, il s'est beaucoup perdu dans les outils économiques et juridiques. Et je pense qu'on a vraiment un combat commun malgré nos diversités pour restaurer ça. Et le reste viendra derrière. Et le prochain plan de relance dans quelques années, je pense, aura un troisième pilier qui sera le pilier de l'économie sociale et solidaire. Et même question pour vous, Sylvie Meyer, pour le PCF. Je vois que vous avez vous pouvez d'ailleurs le présenter, le manifeste. Justement, nous avons travaillé pendant toute cette période, nous étions confinés, ça ne nous a pas empêché de travailler depuis 9 mois à une vingtaine de personnes, communistes ou non, universitaires, enseignants, acteurs de l'économie sociale et solidaire, à cet ouvrage, Manifeste pour une conception communiste de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que là, nous voulons donner une vision. D'abord, nous espérons que les communistes, déjà, vont s'en emparer pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Ensuite, nous regardons ce que l'économie sociale et solidaire apporte déjà, et nous parlons de communisme déjà là, communisme est commun. Ensuite, nous regardons quels sont les obstacles pour un développement réellement dans la perspective d'une alternative. Nous regardons les obstacles internes et externes à l'économie sociale et solidaire, qu'il y a aussi des obstacles internes à l'économie sociale et solidaire qui souvent est totalement intégrée au capitalisme pour diverses raisons. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Et nous terminons par une série de propositions justement pour aller vers cette vision, propositions qui s'adressent à la fois aux citoyens, mais notamment aux collectivités territoriales. Je prendrai un exemple. Passer de la subvention à l'appel d'offres, c'est mortifère, comme le capitalisme est mortifère pour la société et pour l'économie sociale et solidaire. Merci. Jean-Philippe Brun, oui. Donc, vous parliez le changement viendra d'en bas et infusera vers le haut, c'est ce que vous avez dit. Le changement, effectivement, viendra de la pérennisation du développement des initiatives locales qui ont une légitimité et une capacité à se transformer économiquement et socialement de manière concrète sur un territoire, tout en évitant des phénomènes de délocalisation, des phénomènes donc nécessairement induits d'externalités négatives ou autres. Donc en favorisant ces initiatives locales, et ça suppose pour cela effectivement de sortir d'une logique soit de développement d'appels à projets sur le même mode que le mode mainstream, et ça suppose de faire considérer enfin l'économie sociale et solidaire autrement que comme étant une juxtaposition de filières répondant à des problématiques qui sont souvent uniquement réduites à des problématiques c'est ça, de rustine, de béquille, de réparation humaine. Et donc l'intervention de Sylvie le prouve effectivement par rapport aux convictions qui sont les siennes. Il y a une dimension éminemment politique, une dimension éminemment culturelle, une dimension d'éducation populaire dans l'économie sociale et solidaire qui ne se réduit pas à une juxtaposition de filières ou une juxtaposition de réponses. Et en ce sens, l'économie sociale et solidaire doit faire mouvement et doit être considérée comme un mouvement social. Et ça, c'est à nous et c'est à vous. Et je suis assez optimiste sur la façon dont le porte-parole-là est actuellement en route et se développe au niveau, que ce soit du champ associatif stricto sensu ou de l'économie sociale et solidaire, fédérée au niveau de ses familles et au niveau de ses régions maintenant. Donc c'est à ESS France, et j'ai bon espoir qu'ils y parviennent dans cette mandature, de faire comprendre que l'économie sociale et solidaire, c'est effectivement un mode d'entreprendre autrement, certes, mais c'est aussi un mouvement social, en s'appuyant sur des initiatives et en arrivant à faire que ces micro-initiatives soient autant de preuves pour persuader ceux qui nous gouvernent que la réponse pour un monde de demain, s'il existe, sera aussi de ce côté-là. Alors voilà, puisqu'on parle de SS France, Marthe Corpet,
Vous avez parlé de reconnaissance de la non-lucrativité. C'est le combat à mener aussi bien au niveau français et européen. C'est pas le seul. La binarité européenne entre non lucratif et lucrativité n'est pas la seule chose qu'il faut éteindre au niveau européen. Il y a évidemment la reconnaissance de la lucrativité limitée, ou voire des activités non lucratives dans ce champ-là, mais également un certain nombre d'autres critères qui doivent définir l'économie sociale et solidaire, la gouvernance, les valeurs, etc., au niveau européen. En tout cas, pour ce qui est du niveau national et de manière assez générale, je crois que l'ESS n'est pas une start-up. Elle ne vient pas juste d'éclore là tout de suite maintenant, ou il y a quelques années, en disant « Ah, ce serait bien qu'on réfléchisse la façon dont on entreprend ». L'ESS, c'est une économie qui est historique, qui est à la base du faire ensemble entre les êtres humains, faire projet, faire association. Et c'est pas, et je rejoins ce que disait Lucie, c'est pas une somme d'activités dans certaines filières. Elle est transversale à l'ensemble de l'économie. Elle apporte et elle répond à un certain nombre, elle essaie de répondre à un maximum de besoins qui existent aujourd'hui formulés par les citoyens, mais elle n'est pas ni une économie de la réparation ou uniquement une économie de la réparation. Évidemment qu'elle intervient dans ce champ-là, mais elle a aussi un certain nombre de choses à dire sur l'ensemble des secteurs d'activité et sur l'ensemble des productions. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un besoin de choix politique, de savoir si on continue de la même façon avec une économie qui se sclérose, qui produit toujours plus, qui consomme toujours plus et qui détruit toujours plus, ou savoir si on change un peu ce modèle-là et que tout ça, ça passe dans l'économie qui n'est plus normale et que la norme de l'économie de demain, comme le dit très bien le président de ESS France, Jérôme Sadier, ce soit enfin l'économie sociale et solidaire. Et je crois que là, il y a quand même un chemin qu'il faut qu'on porte, et donc qui n'est pas un petit chemin. Hein. C'est comment on change la vision majoritaire qui existe aujourd'hui, et on apporte l'économie sociale et solidaire comme étant la nouvelle norme, en tout cas, nouvelle norme souhaitable. Je pense qu'il faut dépasser, ce n'est pas un objectif en soi, mais en tout cas, c'est une étape qui paraît assez importante pour changer la façon dont on produit aujourd'hui, dont on fonctionne. Et il me semble que nous sommes face au mur. Maintenant, il faut vraiment agir. Et dernière intervention pour Lucie Suchet du mouvement associatif. Le fait associatif, c'est quelque chose qu'il faut réexpliquer pour le conforter dans notre société. Effectivement, il faut toujours en fait de la pédagogie, de l'éducation populaire. On a tous les outils pour ce faire. Alors peut-être en conclusion, je ferai très court. Lorsqu'on a fait un chantier avec le gouvernement pour une politique de vie associative ambitieuse, le président de la République nous a qualifié de trésor national. Donc, si on est un trésor national, on ne veut ni être enfoui, ni caché dans les politiques publiques. Ce sera mon dernier mot. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier pour la tenue de ce débat et pour avoir participé à ce débat. Donc, merci à Lucie Suchet du mouvement associatif. Merci à Marthe Corpet de ESS France, à Jean-Philippe Brun de l'ADES 95, à Sylvie Meyer pour le groupe de travail ESS au PCF, et puis Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar, qui a été partenaire de ce débat. Nous vous convions à aller voir sur la plateforme de la Fête de l'Humanité les autres débats liés à l'économie sociale et solidaire, et puis à nous retrouver aussi dans le journal à travers le traitement de cette actualité, et puis peut-être l'année prochaine, si tout va bien, en présentiel et pour faire la fête autour d'un verre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.